Mohamed Sifaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Hezbollah. Hezbollah, c'est publié aux éditions du Rocher. C'est une somme sur ce mouvement, son histoire, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire peut-être, puisque vous sous-titrez votre livre « La milice prépare son retour ». Alors avant de parler du retour éventuel, parlons des origines quand même. Vous dites dès le début, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Hezbollah et ses mouvances, que la traduction « partie de Dieu », c'est trop littéral, c'est incomplet. Pourquoi ? Oui, c'est trop littéral parce que on s'est habitué à entendre Hezbollah. En arabe, ça veut dire effectivement partie. Allah, ça veut dire Dieu. Donc, de façon mécanique, on a traduit comme ça. Il y a eu cette traduction. Mais quand on rentre, je dirais, dans les entrailles idéologiques de l'organisation, on trouve beaucoup d'autres significations. D'abord, le Hezbollah est une organisation qui très vite a voulu faire système. Ensuite, qui a donné à l'aspect idéologique un caractère central. C'est de là aussi que l'organisation a pu aussi évoluer et se développer. Donc il y a une pensée centrale. Il y a aussi une action sociale qui est extrêmement forte. Et très tôt, ce que je rappelle, c'est que c'est une émanation également d'un autre mouvement qui s'est appelé le mouvement des déshérités et qui a donné lieu à deux organisations, Amal, qu'on connaît, qui est encore un parti politique libanais chiite, et une autre partie qui a constitué le Hezbollah. Qui a pris une beaucoup plus grande dimension que Amal. Donc, le Hezbollah a plusieurs significations. Certes, partie de Dieu dans la stricte signification littérale, dans le sens où c'est un parti prétendument religieux, en tout cas qui s'inspire d'une certaine lecture de l'islam, mais c'est autre chose aussi. C'est une éthique, c'est une façon d'être, c'est un système, c'est un mode de pensée, et donc, in fine, c'est presque le fonctionnement d'un État de son idéologie jusqu'à son armée, jusqu'à sa médecine, jusqu'à sa culture, etc. Il couvre tout. Il y a un moment fondamental, c'est la lettre ouverte aux opprimés, qui est publiée en 1985. Ça, on peut considérer que c'est une sorte de charte, de manifeste ? Oui, le Hamas, auquel j'avais consacré un autre livre il y a quelques mois, est né, nous le savons, officiellement en 87, et il rend public une charte officiellement qu'il appelle charte très vite en 88, quelques mois plus tard, en août 1988. Le Hezbollah agit différemment. D'abord, le Hezbollah naît dans une totale opacité, clandestinité. Il naît à travers plusieurs dénominations. Il ne se fait pas appeler très vite le Hezbollah. Ça va être les Hezbollah, le Hezbollah. Cette appellation a aussi concerné d'autres organisations, qui n'est pas celle-là. Ils vont s'attribuer plusieurs dénominations pour passer en dessous des radars. Parce que au début, leurs actions étaient dirigées contre les Américains, évidemment contre les Français aussi. Et c'est Beyrouth, c'est 83, etc. Voilà, les attentats du Drakkar et ceux qui ont visé les GI américains. Et donc, ils vont attendre quelques années, jusqu'à 85. Et au lieu de rédiger une charte, il va y avoir la rédaction de cette lettre aux opprimés qui fera office de charte. C'est-à-dire, c'est une lettre ouverte où ils vont résumer l'ensemble à la fois de leurs objectifs, de leurs pensées et évidemment de leur mode opératoire. Parmi ces objectifs, il y a évidemment la destruction d'Israël. Israël, tumeur cancéreuse, c'est un vocable, c'est un lexique très propre au Hezbollah et qui a fait florès. Oui. Il y a deux éléments qu'on retrouve dans les narratifs des organisations terroristes moyen-orientales, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah. C'est la tumeur cancéreuse et c'est la nazification. On le sait aujourd'hui, le prélude d'une destruction ou de la mise à mort d'un individu, c'est sa diabolisation morale et sa déshumanisation. Lorsque vous dites que le juif, comme le faisaient les nazis durant les années 30, est un rat, vous le déshumanisez et donc vous écrivez le prélude de sa destruction. De la même manière, quand vous dites qu'aujourd'hui l'Israélien ou Israël est une tumeur cancéreuse, vous légitimez évidemment sa destruction.
Est-ce que le Hamas est viable sans l'Iran? Parce que vous décrivez bien comment l'ayatollah Khomeini va instrumentaliser le Hezbollah, mais on se dit, tiens, peut-être que si l'Iran le laissait tomber, il aurait les moyens de vivre et de survivre. Oui, parce que vous avez raison, parce que le Hezbollah s'est autonomisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si au départ, il comptait sur le financement iranien, sur la technicité des gardiens de la révolution et sur, évidemment, le soutien politique de l'Iran, au fur et à mesure, il s'est autonomisé. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'Iran serait prêt à lâcher le Hezbollah? La thèse que je défends est la suivante. L'Iran ne mettra jamais en jeu sa propre destruction pour sauver le Hezbollah. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que le Hezbollah a mis en danger son existence, a mis en danger le Liban pour sauver le régime iranien. Si cette éventualité venait à intervenir, notamment à l'issue des négociations avec Donald Trump aujourd'hui, sur le nucléaire, etc. L'Iran pourrait laisser tomber le Hezbollah en échange d'une durée de vie pour le régime. Oui, en échange de ne pas mettre en danger la pérennité du régime iranien. C'est pour cela que le Hezbollah, très vite, mais je crois y compris de façon cynique avec l'accord des Iraniens, crée les conditions pour qu'ils puissent être autonomes. Mais aujourd'hui, il y a aussi autre chose. On voit que, ça vous savez, et vous le savez très bien, vous qui êtes un observateur averti, que le cynisme en matière de géopolitique amène parfois des alliances totalement inattendues et contre nature. Vous l'écrivez très bien sur la Syrie d'Hafez el-Assad qui, pour protéger les Alaouites, préfère s'entendre avec des chiites parce qu'ils craignent des sunnites palestiniens. Mais là on est sur un autre registre. J'ai pu documenter, et y compris après la finalisation de ce livre, que le Qatar et la Turquie étaient en train de jouer une partition aujourd'hui pour essayer de récupérer la toxicité du Hezbollah. En tout cas, et le régime qatari et le régime turc ont intérêt à ce que... filialiser le Hezbollah. Absolument. À le racheter à l'Iran. À le filialiser, ou en tout cas lui permettre de continuer de représenter une menace. Autre moment très important dans la montée en puissance du Hezbollah, la guerre de 2006. La victoire divine, comme l'appelle le mouvement. Est-ce qu'Israël n'a pas commis une erreur stratégique fondamentale à ce moment-là? Oui, enfin, l'erreur stratégique des Israéliens, c'était, me semble-t-il, mais ça ils l'ont réparé par la suite, c'était d'une certaine façon une manière de sous-estimer leurs ennemis. Israël s'est toujours vu, depuis les victoires durant les guerres israélo-arabes, des années 67 et 73, comme entrant dans une ère d'invulnérabilité. Et évidemment, quand vous gagnez face à plusieurs armées, vous vous croyez invulnérable face à des organisations terroristes, ce qui est un raisonnement qui peut se tenir. Oui. Sauf que le Hezbollah n'est pas n'importe quelle organisation terroriste. C'est la seule organisation terroriste qui est dotée de moyens militaires d'un État, des missiles balistiques, des commandos, des unités d'élite, comme la force El Rodouane, qui a été décimée justement entre septembre et novembre, de pertes, qui a infligé par l'armée israélienne. Donc tous ces aspects n'avaient pas été étudiés en 2006. On a sous-estimé en 2006, mais pas en 2024. Ah, c'est tout le contraire. En 2024, on a sous-estimé... évidemment, le Hamas et le djihad islamique. On n'a pas, le pouvoir politique israélien n'a pas considéré qu'il pouvait représenter une menace stratégique. Mais on a compris que le Hezbollah pouvait représenter cette menace stratégique. C'est la raison pour laquelle la boîte à cibles était bien remplie et je dirais tout était extrêmement bien préparé. Et dès que le top politique a été donné, on a vu comment l'exécution a été d'une efficacité redoutable. Vous décrivez bien l'impact de l'humiliation sur le Hezbollah, de l'affaire des beepers. Certains disent même ça va plus loin. Quelque part au cœur du Hezbollah, on se dit tiens, le Dieu des Juifs est peut-être plus puissant que notre Dieu. Est-ce que vous le sentez ça aussi? Non, c'est-à-dire que ce qui a traversé, ce qui a été un élément vraiment démoralisant pour les gens du Hezbollah, et ça plusieurs sources libanaises me l'ont confirmé, c'est le caractère inattendu, rapide, efficace, et je dirais qu'il a décimé à la fois la tête, c'est-à-dire que Hassan Nasrallah a été tué, ensuite une grande partie du commandement de la force El Rodouane, donc la force centrale, la colonne vertébrale opérationnelle, et évidemment l'infrastructure.
Les bunkers du sud les bunkers, les maisons où ils entreposaient leurs missiles, parce que le Hezbollah paye parfois des civils pour entreposer leurs armements. Ça aussi, il faut le dire à l'adresse de ceux qui ne comprennent pas parfois comment une armée régulière peut cibler des maisons. Elle a raison, j'ai sérieusement cherché à comprendre et j'ai eu la réponse. Et la réponse, je ne l'ai pas eue à travers les Israéliens ou à travers la propagande israélienne. Non, je l'ai eue grâce à des sources libanaises. Tout simplement, le Hezbollah passe des deals, des contrats signés, où il stocke dans des zones civiles des éléments servant à ces attaques militaires. Et maintenant, est-ce qu'on peut penser que mettre le Hezbollah sous la coupe de l'armée libanaise, c'est une vraie piste d'apaisement ou de neutralisation? Est-ce qu'on peut faire confiance à Naïm Kassem, le nouveau chef du Hezbollah? Est-ce qu'on peut discuter avec lui? Moi, je pense que ce serait une erreur de faire confiance à Naïm Kassem. Je vais peut-être étonner, et peut-être certains spécialistes ne seront pas d'accord, mais c'est pas grave. Je pense que ceux qui le décrivent comme étant une personnalité sans charisme se trompent. C'est quelqu'un qui est l'un des membres fondateurs du Hezbollah. C'est quelqu'un qui a fait un long chemin aux côtés de Nasrallah. Il faut rappeler qu'il était secrétaire général adjoint depuis l'arrivée de Nasrallah en 1991 à la tête de la milice, et il a fait ce chemin avec lui. Donc Nasrallah n'a jamais senti le besoin de le changer ou de le démettre de ses fonctions. C'est dire qu'il pouvait compter sur lui. Ça a été à la fois un intellectuel organique extrêmement important et une cheville ouvrière. Donc Naïm Kassem est un acteur redoutable et rusé qui manie parfaitement le double discours qui est inhérent à la taqiya chiite, et par ailleurs il gagne du temps pour pouvoir reconstruire justement... Cette reconstruction, elle a commencé. Elle a commencé par des enquêtes internes où le Hezbollah a très sérieusement voulu comprendre avec les Iraniens pourquoi ça n'a pas fonctionné, quelles ont été les défaillances, quelles ont été les complicités. Donc ils ont fait un travail méthodique très sérieux qui se poursuit d'ailleurs. Et là, ils sont rentrés dans une phase de refinancement et de reconstruction des différentes structures. Face à cela, vous décrivez comment la France pendant des années a été mi-chèvre, mi-chou. Alors le Hezbollah politique était toléré, seul le Hezbollah militaire était considéré comme terroriste. Vous dites qu'il faut en finir. Il faut décréter que c'est un mouvement terroriste et l'interdire, comme l'ont fait l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Vous pensez que vous allez être entendu au sommet du pouvoir français? Je ne le crois pas, parce que malheureusement, notre diplomatie est obtuse, dans le sens où elle n'arrive pas à mettre à jour son logiciel. D'ailleurs, je le vois dans la rhétorique. Parler aujourd'hui, par exemple, de monde arabe est totalement absurde. Quel monde arabe? Est-ce que c'est le monde arabe de Mohamed Ben Salman et à mettre sur un pied d'égalité avec le monde arabe d'Abdelmajid Tebboune? Est-ce que le monde arabe de Kais Saïd, le Tunisien, est à mettre sur un pied d'égalité avec le monde arabe de Mohamed Ben Zayed, l'émirien? Donc, si vous voulez, le monde arabe aujourd'hui ne veut strictement rien dire. Il n'y a pas un monde arabe comme unité monolithique et homogène. Mohamed Sifawi, Hezbollah, c'est passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, vous reviendrez nous en parler au gré de l'actualité. Hezbollah, c'est aux éditions du Rocher. Merci et bonne journée. Merci.